Juste ici, à ma gauche, Monsieur Nizar Yahish, associé de PwC France et Maghreb, spécialiste de la numérisation des services publics, actuellement dans ses fonctions, mais surtout ancien ministre des Finances de Tunisie, où évidemment il a beaucoup travaillé sur les processus de développement économique des États émergents, sur l'aide publique au développement, l'efficacité de ces aides, notamment dans le pourtour méditerranéen, parce que ça va me permettre de faire une transition vers un spécialiste de l'innovation numérique, Nizar Yahish, que je présentais tout à l'heure, mais aussi de rappeler que la journée précédente des rencontres du développement durable n'avait pas vocation à être un silo par rapport à celle-ci, mais à zoomer, détailler comment est-ce que la transition numérique peut accélérer la transition écologique, notamment dans le domaine de l'industrie, à la fois pour réduire, décarboner l'industrie, mais aussi pour produire des solutions nouvelles qui nous permettent de la délivrer, comme vous disiez à l'instant, Gabriela. Nizar Yahish, je le rappelle, vous êtes associé chez PwC France et Maghreb, vous avez été ministre des Finances de Tunisie, un État ami, allié, très proche pour nous, en tout cas pour ceux qui habitent à Nice, qui nous accueillent aujourd'hui, du bassin méditerranéen et donc des problématiques directes que le changement climatique va poser sur les individus. Vous connaissez très très bien les enjeux de coopération nord-sud, sud-sud également, qui sont au cœur de la résolution de ces problèmes. Vu ce que Gabriela vient de dire, j'ai donc deux questions à vous poser. D'abord, celle que j'avais envie de vous poser à l'origine, c'est-à-dire comment est-ce que grâce à l'innovation, on peut arriver à faire une croissance qui soit sobre en carbone? Est-ce que c'est encore possible selon vous? Grâce à la coopération technique depuis le Nord, je le disais, puisque Monique Barbu l'a démontré brillamment tout à l'heure, la principale envolée des émissions de gaz à effet de serre, elle se joue essentiellement au sud, et donc il s'agit de transférer au sud des capacités techniques qui permettent de croître pour nourrir la population tout en atténuant les émissions de gaz à effet de serre. Et la deuxième question que je voulais vous poser, elle touche directement à celle que Gabriela vient de mentionner quand elle parle des achats publics, de la commande publique, de ce que l'État est acheteur de tous les services et tous les produits qui peuvent être faits. En tant que ministre des Finances, vous avez nécessairement été également à passer la commande publique. En tant qu'associé chez PwC, vous accompagnez de nombreux acteurs du secteur public dans leur RSE, d'une certaine manière. Et donc la commande publique, est-ce que vous la voyez comme un véritable outil de finance responsable, de finance publique responsable, si je veux dire? Double question. À nouveau, c'est ma journée. Alors, merci pour la question. Effectivement, les deux, à la fois les évolutions technologiques, mais également tout ce qui est outils financiers d'achat public, sont deux outils absolument indispensables pour justement accélérer ou atténuer les effets de dérèglement climatique. Là, on parle de quoi? Là, on parle de pays du Sud. On parle d'une volonté de bâtir un agenda commun, finalement un agenda universel. Mais en même temps, ce sont des pays qui sont en train d'avoir leur propre roadmap de développement socio-économique qui ne sont pas forcément les mêmes que les roadmaps des pays développés. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et c'est important de dire, oui, il y a des évolutions technologiques qui permettent aussi, il y a des solutions concrètes, et on le voit, l'intelligence artificielle et plein d'autres choses. Aussi les outils de financement qui sont extrêmement importants. Les deux, jusqu'à présent, m'ont démontré très peu d'impact, finalement, sur l'atténuation des effets du dérèglement climatique. On le voit. Donc la première réponse d'analyse, j'ai envie de dire, oui, c'est ça, ce sont deux leviers. La réalité, si on analyse un peu plus profondément ce qui se passe, c'est que cette question de dérèglement climatique, elle est intimement liée à une autre question, en tout cas par rapport au regard des pays du Sud. J'ai eu l'occasion et l'honneur d'être ministre des Finances dans un très beau pays, avec tellement de jeunesse, une nouvelle démocratie, etc. Mais j'ai aussi l'occasion de discuter avec beaucoup d'homologues dans d'autres pays du Sud. Et toutes les contraintes qu'on a et qu'on avait, les contraintes de pression budgétaire, de coût de la dette, de paiement des salaires de la fonction publique, des problèmes liés aux entreprises publiques, et beaucoup d'autres pressions de croissance, d'investissement productif, auxquels aussi se rajoutent les problèmes de dérèglement climatique. Vous imaginez bien que pour l'échelle de temps d'un politicien, des questions très court-termistes risquent très fort
imminent, impact très fort, court terme, versus quelque chose qui est vraiment réel, qui est extrêmement important, mais qui est aussi décalé dans le temps. Et dans la tête, la réflexion même de ces pays-là, la plupart des émissions n'a pas été faite forcément à ces mêmes endroits. Donc on comprend très bien, pour éviter tous les beaux concepts marketing et dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas forcément la plus haute des priorités, notamment avec ce qui s'est passé avec la crise du Covid, l'accentuation des niveaux d'endettement de plusieurs de ces pays-là en l'espace d'un an, un an et demi, de 2 ans, qui ont pris presque 10-15% de leur PIB en endettement supplémentaire. Vous voyez très bien que l'ordre des priorités n'est pas forcément le même. Ça c'est une trajectoire que nous sommes tous censés prendre collectivement. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans la trajectoire? Il y a un autre problème. L'autre problème, extrêmement important aussi, c'est un problème qu'on appelle les resources mismatch, qui sont dans le monde. C'est les grands déséquilibres qui existent entre les ressources, les moyens, le savoir, la technologie d'un côté, et les besoins, la population, entre guillemets, le mérite de l'autre côté. Et ce qui se passe, c'est que côté financier, on voit très bien qu'il y a une très forte... Donc que ce soit côté financier, côté savoir, côté technologique. Côté financier, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte concentration des avoirs, des dépôts, dans les pays, que ce soit développés ou émergents. Oui, prenons un exemple, on a accumulé beaucoup d'épargne pendant la crise Covid, on a des moyens qui sont importants. Absolument, et d'ailleurs qui sont greffés sur d'autres niveaux d'épargne, et là on parle l'ordre de grandeur, c'est la centaine maintenant de trillions de dollars, versus ce qu'on dépense pour les problématiques climatiques, où il faut enlever 3 ou 4 zéros, 3 zéros et demi, n'est-ce pas? Ça, c'est le problème. Le deuxième problème, c'est que cette concentration des dépôts et des avoirs et des produits financiers, et des avoirs financiers, qui sont dans les pays développés ou émergents, elle accentue davantage la concentration future et donc l'exclusion des pays qui sont déjà exclus. Donc vous voyez que les resources mismatch, à la fois du point de vue financier, c'est un problème réel. Donc c'est ça le paradoxe financier. Et d'ailleurs, on trouve la même chose côté technologique. C'est-à-dire, d'un côté, l'argent, pour simplifier, l'argent va à l'argent, pour aller simple. La technologie et l'innovation technologique, c'est pareil. Parce qu'on innove du point de vue technologique, ceux qui ont là de l'avancée technologique ont le savoir, ont l'industrie qui alimente, qui a besoin de technologie, ils ont beaucoup plus d'investissements en R&D, etc. Donc l'innovation technologique va vers la technologie et donc la concentration technologique, elle va s'accentuer dans le futur. Et ce problème, de la même manière, poursuivre sur cette question-là avec vous, Nizar Yehiche, puisque la relance a été, il y a eu en tout cas une tentative de coordination mondiale à l'échelle du G20 par la présidence saoudienne l'année dernière, la présidence italienne du G20 cette année essaie de s'appeler People, Prosperity and Planet, donc essaie d'aligner les objectifs de relance au bénéfice des gens et de la nature. Toutefois, on voit quand même que ça passe par une impasse à laquelle vous, en tant que ministre des Finances de Tunisie, vous êtes confronté et à laquelle vous, en tant qu'associé chez PwC, vous vous intéressez, c'est ces problématiques de mauvaise allocation des ressources, dans un contexte où les États du Sud, qui doivent être les premiers bénéficiaires de ces moyens financiers pour pouvoir précisément réduire le plus vite possible nos émissions de gaz à effet de serre, sont quand même des États qui sont très endettés, pour certains surendettés, notamment à cause de la crise Covid dont Ambroise Fayol vient de rappeler les conséquences. Et donc, et sans parler du fait que ce surendettement, il a une emprise géopolitique, parfois envers certains États qui n'ont pas intérêt tout de suite à ce que la trajectoire climatique change. Je ne sais pas quel est le niveau de dette publique de la Tunisie aujourd'hui, et je pense que vous n'en êtes plus responsable, donc je ne vous envoie pas le chiffre. Mais quand même, cette question de la dette, à l'heure où on parle en France d'annulation de la dette Covid, etc., pour pouvoir retrouver des moyens financiers, quand on entend tout ce dont on vient de parler sur les moyens dont on dispose, les solutions politiques qui existent pour dégager des ressources, est-ce que la dette est encore un problème pour les États du Sud? Et si oui, comment est-ce qu'on peut les aider à se débloquer pour pouvoir accélérer leur transition à eux?
Donc une réponse générale État du Sud et non pas spécifiquement en Tunisie, ce que je vais demander, parce que je Si parle vous pas au voulez nom de prendre l'exemple de la Tunisie, vous pouvez, parce que c'est peut-être un cas que vous maîtrisez mieux pour l'avoir dirigé, mais si vous avez un propos plus global, Oui. c'est plus intéressant. Pour la Tunisie, déjà, je rappelle juste qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, on a battu des records dans certaines villes tunisiennes et certains villages, des records quasi mondiaux en termes de température cet été. Oui. Donc on a vraiment subi de plein fouet. C'est aussi un pays qui est malheureusement ce très beau pays, ce pays vraiment magnifique, qui traverse une crise économique, budgétaire, etc. Mais ma réponse, elle va être beaucoup plus à l'échelle mondiale. Je ne vais pas m'arrêter plutôt à la Tunisie, et notamment les pays du Sud. Oui, l'endettement, c'est un énorme problème. Et nous avons vu des mouvements d'arbitrage du long terme de l'investissement productif déjà, vers le très court terme, je paye les salaires, j'honore mes dettes, etc. Que dire des engagements encore plus terme par rapport à tout ce qui est développement et réduction de l'impact du dérèglement climatique. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la réalité des choses. En plus de l'autre phénomène que j'ai évoqué tout à l'heure, qui sont les resources mismatch et l'exclusion de ces pays-là. J'ai dit tout à l'heure que l'argent va à l'argent, l'innovation technologique alimente l'évolution technologique et le progrès technologique. Je vais le dire d'une manière encore peut-être plus franche et plus directe, peut-être plus choquante, c'est que l'exclusion va accentuer l'exclusion si on ne fait rien. Donc, les deux sujets, pour moi, ils doivent être traités en même temps. Si on ne règle pas, si on ne s'intéresse pas d'une manière réelle, concrète, et je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par concrète, la question climatique, elle va accentuer davantage le déséquilibre ressources-moyens. Et vice-versa. Si on ne règle pas les problèmes de resources mismatch, on va le voir aussi côté dérèglement climatique, notamment au sud, et c'est un problème planétaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, déjà, tout ce qui est aide, tout ce qui est moyens financiers, on a bien vu, je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut vraiment hisser le niveau des aides et des subventions et la taille des produits financiers à destination des pays du Sud. C'est indispensable. Et lorsque je dis augmenter, ce n'est pas tout simplement augmenter marginalement, mais c'est vraiment changer d'échelle. Pourquoi changer d'échelle? Parce que on a plus que l'impression que le fait qu'on ne calcule mal, finalement, du point de vue économique et monétaire, l'impact sur les énormes dépôts qui existent et qui sont concentrés à moyen et long terme. On a du mal à estimer et quantifier les bénéfices sociaux, les bénéfices sur l'humain, sur le long terme. En fait, on atteint un petit peu, en quelque sorte, la limite de la rationalité économique qui a du mal à quantifier l'impact futur de tous ces problèmes-là, écologiques et autres. Donc il faut hisser les niveaux, ça c'est certain. Il faut innover. Il y a pas mal d'initiatives louables, on en a parlé aujourd'hui, etc. Mais il faut continuer à l'innovation. Il y a des choses, il y a du blended finance qu'il faut développer davantage. Il y a ce qu'on appelle les DIB, les CIB, il y a des produits de couverture de risque qu'il va falloir faire davantage et beaucoup d'autres sujets. Il faut un peu appliquer davantage bien sûr, les politiques au niveau du G20 et influencer. Et d'ailleurs, PwC a participé, on a annoncé il y a quelques jours une participation pour alimenter cette réflexion et influencer les décisions politiques au niveau du G20. On l'a fait avec 600 autres entreprises mondiales, avec un chiffre d'affaires cumulé de plus d'un trillion de dollars. Nous avons aussi, au sein de PwC, pris des engagements et fait valider nos engagements en matière d'environnement d'ici 2030, les fait valider par un organisme tiers. Donc il faut aussi, au niveau G20, au niveau des plus grandes entreprises mondiales, au niveau des fonds d'investissement, au niveau des fonds de pension, au niveau des fonds souverains, au niveau des assurances et des fonds d'assurance, et notamment assurance vie, où ils ont des visions et des ambitions beaucoup plus long terme. Et donc je pense qu'ils doivent faire plus et mieux, tout en innovant davantage en termes de produits financiers. Je pense qu'il faut la totalité de ça, avec deux principes importants. Côté nord,
qu'on dépasse ce calcul un peu comptable, court-termiste, et vraiment quantifier à l'échelle mondiale l'impact de dérèglement climatique et l'impact du resource mismatch sur le développement. Et côté Sud, bien entendu, il faudrait que les pays du Sud font aussi leur propre travail, et il faudrait que l'ensemble des aides qui vont venir, et j'espère d'un autre niveau, qu'on les pousse pour que ces produits financiers produisent du développement. Donc ce sont les deux approches, à mon avis, qu'il va falloir pousser à plusieurs échelles.